Bien, si tout le monde m'entend bien, oui. Mon micro est ouvert, la caméra également. Il est 13h35. Je vous propose qu'on débute bien cette quatrième session d'une heure et expérience. Ça laissera le temps, pendant cette brève introduction, aux différentes personnes de nous rejoindre et de se connecter, parce que il y avait, là je vois que vous êtes 60, mais il y avait quasiment 100 personnes d'inscrites. Je pense que ce sujet a un réel intérêt pour les différents participants. Donc, on se retrouve effectivement pour cette quatrième session d'une heure et expérience qui est consacrée aujourd'hui aux outils de médiation et d'interprétation des patrimoines. Le programme Une heure, une expérience est donc organisé par Cité Remarquable, qui est, je le rappelle, donc l'association qui rassemble les territoires porteurs du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire et ou d'un site patrimonial remarquable. Donc, je disais effectivement, on va être aujourd'hui, je pense, à peu près 90, donc l'une des sessions les plus suivies. Je pense la preuve finalement de l'intérêt de ce sujet pour nos collectivités membres qui sont présentes et d'autres partenaires présents aujourd'hui. Nous clôturerons la semaine prochaine ce premier cycle d'une heure une expérience qui était donc consacré à la médiation des patrimoines. Il s'achèvera vendredi prochain à la même heure, donc vendredi 18 décembre, 13h30, 14h30, avec patrimoine et jeux, avec la ville de Cavaillon et l'université d'Angers. Je voulais vous souligner un point, c'est que devant le succès rencontré par ces rencontres, puisque les 5 les 5 sessions dans leur ensemble et les inscriptions ne sont pas terminées pour la semaine prochaine, ont rassemblé en tout 200 personnes, ce qui est quand même impressionnant. Bon, le format visioconférence le permet, mais je pense que ça répondait à un certain nombre d'attentes qu'on avait pu voir, notamment auprès de nos territoires qui parfois n'ont pas la possibilité, même en ce moment, bien évidemment, de se rendre sur place. Donc, devant effectivement ce succès, devant aussi les suggestions d'un certain nombre d'entre vous, vous avez été nombreux à nous dire on a vu tel sujet, il y en a peut-être d'autres qui pourraient être pertinents. Eh bien, nous avons décidé de renouveler une heure une expérience avec au premier semestre 2021 un cycle qui sera dédié à la revitalisation des petites villes et des centres-bourgs à partir des patrimoines. Pendant ce cycle, bien entendu, les problématiques rencontrées par les villes et pays d'art et d'histoire seront développées. Je rappelle qu'il y a un replay de ces une heure, une expérience qui est disponible dans l'espace adhérent de Cité Remarquable, dans l'onglet Retour sur. Si jamais vous ne souhaitez pas apparaître dans cette rediffusion, ce que je peux comprendre, vous pouvez couper votre caméra. Fermez la porte, s'il te plaît. Pardon, voilà, il y avait un petit bruit parasite. Donc, je disais effectivement que vous pouvez couper votre caméra. Vous pouvez bien entendu la laisser activer, ce qui rendra ce moment un peu plus convivial. Nous accueillons aujourd'hui deux pays d'art et d'histoire qui sont différents, divers dans leur démographie et donc dans leurs orientations, mais dont les expériences dans le domaine de la médiation et de l'interprétation des patrimoines sont très complémentaires. J'aimerais chaleureusement remercier nos intervenantes du jour qui ont accepté notre invitation. Émilie Lost, qui est responsable du service patrimoine du Pays d'art et d'histoire de la métropole Rouen-Normandie, et Margot Clou, chargée de mission service patrimoine au Pays d'art et d'histoire, Causse et Vallée de la Dordogne. Plus tôt, il y a quelques instants, je parlais de diversité. Pourquoi je parlais de diversité? Bon, le Pays d'art et d'histoire de la métropole Rouen-Normandie, c'est 71 communes, quasiment 500 000 habitants. En milieu, bien entendu, urbain et périurbain et rural. Il ne faut pas l'oublier, puisque je regardais il y a quelques minutes qu'un quart des communes de cette métropole ont moins de 1000 habitants. Donc, ce n'est pas seulement les questions effectivement urbaines qui sont traitées. Et le Pays d'art et d'histoire, donc Causse et Vallée de la Dordogne, qui regroupe 77 communes pour 47 000 habitants. Dans le nord du Lot, pour ceux qui ne le situeraient pas, mais Margot nous le présentera après, dans un environnement bien entendu très rural, puisque les trois plus grandes communes du territoire, qui sont Souillac, qui sont Saint-Céré et Gramat, sont autour de 3000 habitants. Alors, vous allez dire,
Et vous aurez raison que j'insiste beaucoup sur le profil démographique des territoires. C'est pour citer, c'était remarquable, très important, puisque pour être un territoire adhérent, il y a des critères qualitatifs, bien sûr, être ville et pays d'art et d'histoire, être site patrimonial remarquable ou avoir un dossier en cours, mais il n'y a aucun critère de taille. C'est-à-dire qu'on regroupe des très petites villes d'une centaine d'habitants comme Duyax ou Perpertus dans l'Aude, Bois-Héroux en Normandie, jusqu'à des très grandes villes et des métropoles, Paris, Lyon, Toulouse, pleine commune en région parisienne ou la métropole Rouen-Normandie. Il y a une grande diversité de tailles. Néanmoins, on a aujourd'hui 60% de nos membres qui sont des villes de moins de 20 000 habitants et 45% qui sont des villes de moins de 10 000 habitants. Donc, les problématiques des petites villes sont essentielles pour nous. Et je ne pense pas anodin. Je pense que c'est pas anodin si nous sommes partenaires du gouvernement sur le plan, sur le programme Petite Ville. D'ailleurs, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont ou seront lauréates de ce programme auquel nous participerons. Par rapport aux petites villes, donc nous proposons des ateliers en ligne. Ils ont déjà été organisés, mais je vous le dis, ils sont rediffusés en ligne. Nous avons organisé des ateliers avec les villes de Lodève, d'Arreau, de Saint-Jean-de-Maurienne. Le prochain cycle d'une heure et une expérience, je l'ai dit, sera consacré aux problématiques des petites villes et des centres-bourgs. Et un dernier point qui n'est pas assez connu, c'est pourquoi j'insiste dessus. Il y a une expertise donc, qui est mobilisable de l'équipe de Cité Cité, de notre réseau d'experts, donc qui est disponible pour toutes les collectivités territoriales, peu importe leur taille, afin d'accompagner vos projets autour des patrimoines. Bon, je reviens à l'intervention d'aujourd'hui. Je parlais de complémentarité car les présentations qui vont être proposées sont bien précisément complémentaires et on les a préparées ensemble et se répondront finalement les unes aux autres. La métropole Rouen-Normandie interviendra dans un premier temps pour présenter des exemples d'outils non matériels. Je parle des visites et le travail qui a été mené pour accéder à d'autres manières de réaliser des visites. Et le Pays d'art et d'histoire, Causse et Vallée de la Dordogne présentera ensuite des outils matériels, des mallettes pédagogiques, des jeux grandeur nature, etc. Bon, il est vrai que la médiation et l'interprétation résident sur des outils, mais ce sont aussi avant tout des affaires et des histoires de femmes et d'hommes qui l'animent. Et c'est pourquoi cette session sera aussi l'occasion, je pense, d'insister sur les partenariats que les territoires ont mis en œuvre bien pour assurer la création ou le développement ou la pérennisation précisément de ces outils de médiation et d'interprétation des patrimoines. Sans plus tarder, je propose de laisser la parole pour 15 minutes, 15-20 minutes d'intervention par territoire, en commençant par la métropole Rouen-Normandie, en commençant par Émilie Lost, afin de permettre en fin de séance d'avoir 15 minutes d'échange et vous pouvez bien entendu au cours de la séance poser vos questions directement par le chat. Émilie, je ne te vois plus, mais je te laisse la parole. Alors, je suis encore là pourtant. Dis-moi Très que tu me bien. vois, ça m'arrangerait. Ça y est, c'est bon. Je commence par le partage d'écran. Tout à fait, et je te laisse intervenir. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Je te laisse la parole, Émilie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Jonathan nous a bien présenté avec Margot. Donc, moi, c'est Émilie Loss. Je suis responsable du label Ville et Pays d'art et d'histoire au sein de la métropole Rouen-Normandie. Donc, notre intervention aujourd'hui est autour des outils de médiation et d'interprétation des patrimoines. Alors, j'ai commencé par ce titre en me disant, OK, outils de médiation et d'interprétation, on va peut-être commencer par ce qui fait l'essence de ce qu'on est en tant que label Ville et Pays d'art et d'histoire, c'est-à-dire l'interprétation. Bon, on travaille tous sur l'interprétation, c'est tout ce que c'est, mais ça va être la base de ma réflexion pour vous présenter ce qu'on a pu réaliser ensuite. J'ai repris là la définition de l'interprétation que vous allez retrouver dans le document SIAP mode d'emploi, qui est la définition de Freeman-Tilden de 1957, donc l'interprétation venant de toutes ces actions qui ont été menées dans les grands parcs naturels américains à l'époque et où on avait vraiment cette intention de pouvoir présenter des choses, des objets, des monuments, des paysages
aux gens, mais en les mettant en situation de pouvoir être en interaction avec ces différents lieux-là. Donc, le propos est bien de nous mettre en lien avec les objets d'origine et de créer une expérience personnelle qui permettra du coup ensuite d'être illustrée par les différents propos que vont porter les interprètes, hein, comme on les appelait à l'époque, aujourd'hui nos guides conférenciers. Donc, je complète juste cette définition par une autre définition de 1999 qui nous est plus proche et qui, du coup, relate effectivement dans cette idée d'interprétation l'idée aussi de toucher au registre du socio-affectif, l'implication du visiteur, la sensibilité, le plaisir et l'émotion. Donc, en gros, si on veut faire une définition de ce qu'est cette interprétation, on pourrait définir 3 grands axes qui sont développer à partir de données scientifiques, traduire et mobiliser l'émotion. Donc, ce travail-là, on le fait tous les jours. Nos guides conférenciers passent leur temps à s'appuyer sur des données scientifiques pour les développer, pour les assimiler, pour les synthétiser, pour finir par les traduire suivant les publics qu'ils ont en face d'eux. Enfin, ça, c'est des choses qu'on fait tous naturellement et qui font partie inhérente de nos métiers au sein des labels Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Et puis, il y a cette 3e partie qui est celle de mobiliser l'émotion. En fait, c'est sur cette partie-là que nous, on s'est arrêté plus particulièrement avec mon équipe. Alors, nous, on est une équipe de 5 personnes et on travaille avec une quinzaine de guides conférenciers qui sont les mêmes et qu'on partage avec, du coup, l'Office de tourisme. Donc, on s'est arrêté sur cette idée de mobiliser l'émotion et on s'est questionné sur comment on peut créer des visites guidées qui travaillent, parce que toutes nos visites guidées sont déjà excellentes sur la partie développée à partir de données scientifiques et traduire. Ça, on n'avait plus besoin d'aller plus loin sur cette partie-là. Nos guides étaient assez formés. La question était plutôt sur la dimension mobiliser l'émotion. Alors évidemment, pour mobiliser l'émotion, on travaille tous dessus hein, au sein du réseau VPH. Et donc, on sait, on connaît des techniques qui seraient celles de faire intervenir avec nos guides conférenciers ou en plus de nos guides conférenciers des conteurs, du théâtre, de la musique. Donc, beaucoup de propositions qui sont de l'ordre de aller chercher de l'artistique pour pouvoir établir une émotion à un moment donné quand on va développer une visite et la volonté de faire saisir un lieu à un public. Donc, voilà, je ne vous apprends rien sur tout ça et puis ce n'est pas le propos de ce module-là. Peut-être qu'il y en aura un autre, plus spécifiquement sur les médiations en lien avec l'artistique. Et bon, nous, on avait déjà testé pas mal de choses, mais à un moment donné, je me suis dit, mais et comment on fait pour que ce soit nos guides tout seuls qui réussissent à mobiliser l'émotion au sein des visites guidées qu'ils proposent? Et c'est comme ça qu'on leur a proposé en décembre 2019 de suivre une formation avec des gens que pour la plupart vous connaissez puisqu'on les avait croisés au séminaire à Lassac, qui sont Patrimoine à roulettes. Des Belges qui travaillent depuis 20 ans autour de la médiation patrimoniale et notamment à travers des visites sensorielles. Alors, les visites sensorielles, ce ne sont pas uniquement des visites à travers les 5 sens. Ce qui est important à saisir, et c'est là où il fallait vraiment travailler avec les guides conférenciers qui souvent sont un peu coincés dans leurs 4 murs et se positionnent, parce que c'est aussi plus facile en termes d'oralité, se positionnent dans un rapport qui est un rapport très professoral. L'idée, c'était de les faire sortir de là, de leur donner des outils, des approches qui leur permettent du coup de transmettre, mais de manière différente. Donc, la théorie d'Edward Gardner des 8 formes d'intelligence a pu être une base de réflexion pour chacun pour réussir à saisir comment, par quel biais on pouvait toucher les différentes formes d'intelligence. Je les recite rapidement. Je pense que la plupart de vous connaissent et puis ça peut se retrouver sur Internet, mais juste rapidement pour qu'on puisse parler un peu de la même chose. Ces 8 formes d'intelligence, c'est l'idée que chacun a en lui des ressources mobilisées et mobilisables autour de 8 types d'intelligence qui sont dans les plus connues, celles qu'on pratique le plus souvent et qui sont mises en valeur par l'école, l'intelligence logico-mathématique. Donc moi, je donne des personnages derrière, ça me permet de les retenir. Donc c'est Descartes.
l'intelligence kinesthésique, corporelle, le rapport au corps, au déplacement, au mouvement dans l'espace. Donc là, c'est plutôt le tennisman, la danseuse, voilà. L'intelligence géospatiale, c'est la capacité aussi à se représenter l'espace en 3D dans sa tête ou en 3D sur un plan en 2D. Donc ça, c'est les architectes, par exemple. C'est des gens comme Picasso, pour en souvenir, voilà. L'intelligence verbo-linguistique, donc là, on est plutôt sur l'intelligence liée à la fois à la manière de parler, aux mots, à la poésie. Donc ça, c'est Victor Hugo. L'intelligence intrapersonnelle, la capacité à se comprendre soi-même. Donc ça, c'est Gandhi. L'intelligence naturaliste, c'est la partie plus rapport au cycle je dis au cycle de la vie, mais c'est au cycle de la terre, les plantes qui poussent, les animaux, etc. Et les deux dernières, l'intelligence musicale, donc ça serait plutôt Mozart, et l'intelligence interpersonnelle, la capacité à s'entendre avec les autres et à fonctionner avec les autres. Donc là, c'est plutôt Freud. Les personnages que je vous donne, c'est moi qui les ai inventés, mais ça permet juste de les retenir. Donc, fort de cette idée-là, en fait, pendant une semaine de travail avec les guides conférenciers, on a testé à peu près 40 outils. Donc, c'est la petite boîte à outils, la mallette que j'ai mis en photo juste à côté, où on a listé toutes les actions qu'on a pu mener. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de vous présenter les 40 actions, les 40 outils, ce serait beaucoup trop, mais vous en montrer quelques-uns en photo pour vous expliquer un peu ce qu'on a pu tester et surtout ce que ça a pu donner ensuite en face à face. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns qui seraient par exemple ceux qui sont autour du dessin, avec plein de petites manières d'appréhender le dessin juste dans une optique de mieux regarder, hein. C'est toujours le même propos. Donc, ils sont dessinés avec sa main gauche, dessinés sans regarder ce qu'on dessine, dessinés en prenant la main de son voisin. C'est plein de petites astuces qui ne sont pas grand-chose, mais qui changent tout, en fait, en termes de relations dans le cadre de la visite guidée. La lecture de paysage, donc là, vous voyez tous nos collègues en train de faire une skyline, c'est-à-dire de prendre son doigt et de tracer la limite qu'il y a entre le ciel et notre espace urbain. Là, on était sur une place, mais ça se fait très, très bien aussi dans des milieux paysagers. Ou encore de dessiner au sol les grandes lignes de force ou contours d'une place avec des craies. D'autres types d'outils, là, autour du regarder vraiment, donc regarder avec des jumelles, regarder avec des kaléidoscopes, donc qui modifient intégralement le rapport avec le monument qu'on a en face de nous. Regarder avec des miroirs, ça c'est des choses que pour certains d'entre vous, vous avez pu faire à la SAC et qui, quand on en parle comme ça, les guides, au début, ils nous ont rionné en disant « mais regarde des miroirs, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ?» Et ça a été les premiers excessivement touchés quand on les a fait vraiment se balader dans une église avec un miroir sous le nez et cette impression du coup que ça donne de marcher sur les voûtes et ce rapport complètement inversé qui se crée quand on pose un miroir sur le nez pour découvrir une église. Imaginer, donc on a travaillé avec des romans photos Playmobil, toucher, ressentir, donc là un travail plus à l'aveugle, aller toucher des détails, emmener ce qu'on appelle ce qu'ils appellent le banc de poisson, emmener des gens qu'on aura mis dans un élastique, à qui on aura couvert les yeux, les emmener se déplacer dans la rue en les faisant passer par de petites rues, des très grandes rues et découvrir comme ça un peu ce rapport à l'espace, mais uniquement par les oreilles. Ou le clic-clac, on va vous emmener voir un détail, les yeux bandés, on vous emmène voir un détail, et là, vous faites clic-clac, et hop, le détail s'imprime dans votre cerveau, et c'est ensuite, à la fin, qu'on peut rediscuter des différents détails qui auront été vus. Voilà, donc c'est juste très rapidement l'idée de vous montrer quelques outils qui ont pu être testés, touchés du doigt par nos conférenciers. L'enjeu qu'on avait à la fin de cette semaine de formation, c'était de proposer une visite guidée. Donc, on ne savait pas ce qu'on allait faire. On avait mis ça dans un programme et il fallait qu'on invente une visite à la fin. Et on a monté cette visite qui s'appelle Saint-Maclou sans dessus-dessous, où à notre grande surprise, alors qu'on était la veille de Noël, enfin on était juste avant les vacances de Noël, on s'est retrouvé avec 80 personnes qui ont déboulé. Donc c'était assez surprenant, alors qu'on n'avait rien écrit, hein, genre visite surprise, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc, voilà. Et en fait, on a proposé aux gens de visiter l'église Saint-Maclou, qui est l'une des églises assez intéressantes chez nous,
plutôt connu, hein. Enfin, c'était pas quelque chose de très insolite, hein. Et on leur a proposé du coup de découvrir l'église à travers 6 ateliers qui étaient menés chacun par nos guides conférenciers. Donc, on les a accueillis en leur couvrant les yeux. Donc, autant vous dire que c'est déjà un rapport un peu particulier quand on arrive. On les a mis en banc de poisson. On les a fait rentrer dans l'église où ils ont pu du coup profiter d'un temps musical fait directement par l'organiste de Saint-Maclou, les yeux bandés. Ensuite, ils ont pu enlever leur bandeau et puis commencer les différents ateliers qui leur ont permis du coup de traverser soit l'église avec du dessin, on a réutilisé le miroir, on les a fait, on a mis tout le monde un peu en action, quoi. On a travaillé sur la notion de la voûte en les faisant se tenir les uns contre les autres, ce que vous pouvez faire aussi avec les enfants par ailleurs. Là, il y avait un travail autour sur la photo qui est sur la gauche, autour de poèmes en lien avec les vitraux. Et les gens se susurraient les petits haïkus qu'ils venaient de créer. Voilà. Ce que je n'ai pas dit peut-être au début, c'est qu'il fallait qu'on identifie avec les guides conférenciers, parce que c'est comme ça que fonctionne ce type de visite, il fallait qu'on identifie ce qu'on avait envie de transmettre. Et donc là, on s'était donné l'enjeu principal qui était celui de donner l'appréhension générale de ce qu'était le gothique. Donc, juste ça. Et donc, il fallait qu'on fasse passer la hauteur, la lumière, il fallait qu'on fasse passer les dentelles de pierre, il fallait qu'on fasse passer tous ces détails-là qui sont l'essence même de ce qu'est le gothique, sans avoir à raconter ce que c'est en termes d'histoire de l'art, le gothique, etc. Donc, c'était ça, c'était à cet endroit tout l'enjeu, quoi. Il fallait qu'on fasse ressentir aux gens toutes ces dimensions-là. Et donc, tous nos ateliers étaient pensés pour, à chaque fois, aller dans un sens. Donc, je vous dis, la lumière, la hauteur. Donc, on a travaillé tous nos ateliers en ce sens-là. Donc là, voilà, donc la photo de gauche, c'était un travail autour de la couleur, justement, où on devait dessiner une couleur et retrouver cette couleur-là dans le bâtiment. Idem pour le gratté, là où on travaillait plus sur les matériaux, là, pour le coup. L'idée pour nous, c'était que les gens se rendent compte de tous les types de matériaux qu'il y avait dans ce type de construction. Et le tout, pour finir, dans un grand moment collectif qui a été ce qu'on appelle une dictée musicale, mais pour ceux qui ont fait de la musique, ça n'a rien à voir avec le solfège, hein. L'idée, c'est que l'organiste, qui était quelqu'un de très ouvert, nous a joué du Led Zeppelin avec son orgue et d'autres musiques encore, et les participants, qui sont assis ou sur des chaises ou par terre, devaient dessiner ce qu'ils entendaient. Et donc, l'idée, ce n'est pas de dessiner avec des notes de musique, hein, c'est de ressentir la musique et d'en faire une proposition graphique. Donc, c'est les dessins que vous voyez sur votre droite. Voilà, alors juste par rapport à cette visite, autant vous dire que les guides conférenciers, quand ils se sont lancés dans la visite, ils étaient pétrifiés. Ils ne savaient pas, on leur avait dit, votre propos, ce n'est pas de donner des informations patrimoniales, etc. Hein. Vous laissez les gens profiter des différents ateliers, du lieu, etc. Donc, c'était très difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et c'était vraiment les mettre dans des positions qui sont très différentes de ce qu'ils ont l'habitude. Et en fait, leur discours, c'était « Non, mais c'est sûr, les gens ne vont pas être contents. Les gens vont nous en vouloir parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils attendent. Ok, on tente quand même. » Tout le monde a joué le jeu. Et au final, on s'est retrouvé avec un public qui était soit des publics un peu habituels qu'on peut avoir, voire des gens de la paroisse qui connaissent très très bien l'Église, et donc qui nous attendaient au tournant. Donc on leur a fait faire tout l'atelier, et quand les gens sont ressortis, ils étaient dithyrambiques, la banane, comme ça, de la petite famille qui était venue avec ses 3 enfants jusqu'à la dame justement de la paroisse qui connaît parfaitement l'Église et qui était très réticente au début. Tout le monde est reparti ravi. Et l'analyse qu'on en a fait après, c'est que comme on s'était vraiment attelé à toucher justement les 8 types d'intelligence dans la totalité de la visite, on s'est vraiment retrouvé avec, forcément, à un moment donné, on a touché. Donc, du coup, on a touché tout le monde, parce que du coup, il y a forcément un endroit, voire plusieurs, où les gens se sont vraiment sentis vivre une expérience qui était une expérience vraiment très chouette au sein de ce bâtiment, quoi. Voilà. Il faut que tu nous aides, Jonathan, sur le temps. Tu me dis combien de minutes il me reste?
Voilà, ça fait 15 minutes. Voilà. 15, il me reste trois diapos, je Parfait. pense. Fantastique, On a Émilie. retenté le coup aux Journées du patrimoine 2020, où on a refait la même proposition avec les guides conférenciers de ces visites qu'on appelle les visites actives maintenant, sur un autre lieu à Rouen. Et là, on est parti sur la mise en valeur de différentes places et où on a travaillé plutôt sur le zoomer des zoomés. Donc, l'idée de voir le détail ou au contraire de voir les grandes lignes de force d'une place. Et donc, du coup, voilà, ça a donné le genre de petites propositions d'ateliers. Donc, ce qui est toujours difficile dans ces visites-là, c'est qu'il faut identifier ce qu'on veut faire passer, le message essentiel, patrimonial, historique qu'on souhaite, ou architectural qu'on souhaite faire passer. Et ensuite, il faut inventer les dispositifs, les outils qu'on va utiliser pour répondre à ce qu'on veut faire passer. Donc, c'est vraiment tout un travail qui est le même que quand on fait une visite guidée classique, mais on y ajoute du coup d'autres outils. Et puis, il y a toujours un temps qui est un temps de débriefing, etc. Pour votre information, sur celle-ci, on a essayé, parce que justement, on se posait la question sur plutôt l'intelligence intrapersonnelle, cette espèce de côté un peu méditation sur soi-même. On se demandait comment on allait réussir à toucher les gens comme ça. Et en fait, on a testé une visite méditative. On a demandé aux gens de se concentrer sur une couleur. On leur a fait faire un pas assez rapide, une partie du circuit qui était autour de ces places-là. Et l'idée, c'était qu'ils ne se concentrent que sur une couleur. Et ensuite, il y avait du débrief autour de ce que les gens avaient vu. Évidemment, on avait choisi les couleurs de manière à ce que ce qui va ressortir quasiment obligatoirement, c'est des choses comme nous, c'était le pan de bois, c'était les matériaux. Donc, du coup, on avait un discours derrière qui permettait de pouvoir échanger avec les gens sur ces différents sujets-là. Voilà, on teste, on fait des propositions. Voilà. Donc, c'est devenu un petit peu un enjeu pour nous de développer ces visites actives. Et là, c'est une autre proposition qu'on a fait en extrascolaire avec des enfants. Pareil, en visite active. Donc, c'est pas une visite et un atelier, comme on a l'habitude de le faire, mais vraiment, on rentre nos ateliers, entre guillemets, directement dans la visite. Voilà, j'en ai fini. Je pense à peu près vous avoir tout dit. Après, on est disponible avec Margot, de toute façon, pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Émilie, pour cette très riche intervention. Je ne vais pas la commenter. Je vais tout de suite passer la parole à Margot Clou. Margot, c'est à toi. Bonjour. Alors, du coup, je vais commencer par partager mon écran. Alors, du coup, moi, je suis Margot Clou, je suis chargée de mission au Pays d'Art et d'Histoire des Causses et Vallées de la Dordogne. Et je vais vous présenter des outils de médiation et d'interprétation des patrimoines plutôt sous forme d'objets matériels et puis en s'intéressant aux différents publics ciblés. Alors... Alors, du coup, pour resituer un petit peu notre territoire, on est donc... On ne voit pas le PowerPoint, pardon. Ah, pardon, désolée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que je l'avais... Ah. Ça y est, ça arrive. Ok. Voilà. Alors, du coup, pour présenter le territoire, le Pays d'Art et d'Histoire Causses et Vallées de la Dordogne, il a été labellisé en 2001 et il est porté par une communauté de communes qui est située au nord du département du Lot. Donc, c'est l'extrême nord de la région Occitanie. Et on est sur un territoire de 77 communes, territoire très rural, mais avec des sites patrimoniaux assez emblématiques et forts sur le territoire, comme Rocamadour, le gouffre de Padirac, des sites vraiment assez clés. D'abord, voilà, je voulais un peu présenter, l'orientation qu'on avait sur ces questions de médiation et d'interprétation. L'idée, c'est d'innover sur les manières de découvrir le patrimoine en sortant un petit peu de la forme de la visite guidée pour appréhender et explorer le patrimoine, en s'attachant surtout à l'outil du jeu. L'idée, c'est de dédramatiser le patrimoine qui, des fois, peut un peu faire peur et être pris comme pour un objet un petit peu ancien, par une approche ludique à portée pédagogique. Nous, sur notre territoire, vu qu'on a cette échelle qui est vraiment importante
et un territoire où il y a aussi une forte place du patrimoine naturel. L'idée, c'est aussi de sortir du monument, de se balader dans les classes, d'aller à la rencontre des habitants, de nouveaux publics, et puis de créer des moments de partage et de découverte. Alors, le premier outil que je vais vous présenter, c'est une mallette pédagogique qu'on a développée autour de la thématique « Habiter le patrimoine ». Cette mallette pédagogique, elle a de nombreux outils à l'intérieur. Elle est concentrée d'abord à partir d'une carte du territoire où on va venir recomposer le territoire grâce à des coordonnées géographiques. Donc ça, c'est déjà une première appréhension de la notion des cartes et la notion territoriale. On a également une matériothèque où on retrouve tous les matériaux qu'il y a dans l'architecture traditionnelle, à savoir des loses de calcaire, des éléments d'enduit, des différentes essences de bois. On a une petite sélection d'une dizaine de livres. C'est aussi bien des ouvrages de fiction qui vont parler d'habitat. Donc on a le traditionnel Trois petits cochons qui permet qui est une bonne base. Et puis il y a aussi des livres plus documentaires. On a 4 maquettes qui sont présentes dans cette mallette pédagogique. Donc c'est des maquettes de taille assez importante où les enfants qui l'utilisent vont pouvoir mettre en scène des personnages dans une maison médiévale, dans un appartement d'un château Renaissance ou bien dans une tour d'un château fort qui sont présents sur le territoire. On a également des tampons, des ressources documentaires et puis des jeux. Donc pour vous détailler un petit peu les contenus, vous pouvez voir à droite la carte qui est en jaune, qui est déjà reconstituée. Sur cette carte, on a un jeu qui s'appelle le jeu des instantanés. Des petites photos qui reprennent la forme des polaroïdes, où on a un élément emblématique par village que les enfants vont pouvoir repositionner sur la carte. Donc ça veut dire que chaque enfant d'une école du territoire qui emprunte l'outil va pouvoir identifier un monument qu'il connaît et travailler à cette orientation. On a également des tampons. Donc il y a une cinquantaine de tampons qui reprennent des éléments de patrimoine. Donc on va retrouver un château fort, des maisons médiévales, des maisons de lotissement, puisque ça parle aussi de l'architecture contemporaine, les éléments qui vont nous permettre de relier l'espace, donc des ponts, des voies de chemin de fer. Et l'idée, c'est que les enfants puissent se réapproprier ces notions d'urbanisme et vont pouvoir composer soit la ville qu'ils ont sous les yeux, soit une ville imaginaire, soit la ville d'avant ou du futur. Donc les maquettes, là vous avez sur votre gauche la maquette d'une maison médiévale avec ses pans de bois à l'étage et son échoppe son échoppe au rez-de-chaussée, qui a été mise en scène. Cette photo, c'est une mise en scène par des élèves de collège qui ont pris ces photos avec des Playmobil. Donc c'est une appropriation qui nous a bien plu et on a trouvé que voilà, l'outil fonctionnait s'il y avait ces images-là, ce travail-là qui était fait avec les enseignants. Sur la photo de droite, c'est un memory. Ce memory s'intéresse à des détails, des éléments de détail d'architecture qu'on va trouver sur le territoire, à savoir des décors de fenêtres, des modillons sculptés. Et à chaque fois, il va falloir retrouver l'élément complémentaire. Et puis, il y a au verso, il y a un endroit où on va avoir le lieu sur lequel le monument sur lequel on trouve ce détail d'architecture, et puis l'autre où on va trouver l'élément de vocabulaire, donc le modillon, la fenêtre à meneaux, différents éléments de vocabulaire d'architecture. Il y a également dans cette mallette donc une dizaine de livres. On a un classeur avec des ressources documentaires où on va retrouver des fiches thématiques sur différents villages pour lesquels on a identifié des images et textes d'archives qui pourront être étudiés en classe, une bibliographie complémentaire, une clé USB donc où il y a tous les supports documentaires, et puis des fiches focus qui permettent d'accompagner les enseignants dans une découverte autonome du patrimoine de proximité. Donc on a une fiche sur l'analyse d'une façade de monument, sur l'analyse d'un paysage,
la découverte de matériaux qui permettent de donner des petites idées d'ateliers qui peuvent être faits avec les élèves. Vous voyez au bas de la photo un petit appareil gris, c'est un mini-zoom. C'est une petite loupe monoculaire qui permet d'observer les matériaux de la matériothèque avec des zooms pour voir la composition. Donc là, on va sur un aspect un peu plus scientifique qui permet d'aborder aussi cette mallette sur l'aspect des sciences de la vie et de la Terre. À droite, vous avez des cadavres exquis de monuments. Donc il y a différentes thématiques, la thématique des tours, des églises, des maisons. Et ça va permettre de voir les différentes typologies de formes et de matériaux sur ces différents monuments. L'objectif de cet outil, c'était de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de proximité. On partait du constat qu'en fait, on avait assez peu d'enseignants de notre territoire qui nous sollicitaient pour des visites. Donc on trouvait que c'était dommage, d'autant plus que les visites pour les enseignants du territoire sont gratuites. Du coup, on a fait le même constat avec nos collègues du Centre des Monuments Nationaux qui ont 2 châteaux sur notre territoire et on a décidé de faire un travail partenarial pour développer cet outil-là. L'idée, c'était de s'adapter au plus proche des attentes des enseignants en ciblant le public scolaire de la maternelle au lycée, donc sur un champ assez large. On a sollicité également l'éducation nationale pour avoir leur appui et pour être au plus près des programmes. Et dans le phasage du projet, ça a été très important, puisqu'en 2017, on a eu toute une phase de concertation avec les différents partenaires, de rédaction de cahier des charges pour sélectionner Carrefour des sciences et des arts, qui est une association qui nous a accompagnés sur le développement d'outils de médiation ludique et puis à portée scientifique. Et puis des graphistes pour donner une cohérence à tous nos outils. En 2018, donc, il y a eu tout ce travail de conception des outils de médiation, de sélection de la documentation. On a créé une mallette bêta qui a été testée dans 3 classes. Ça nous a permis d'avoir le retour des enseignants et d'adapter notre proposition. C'était un retour très riche et très important pour nous. Et puis, on a édité cette mallette finale. Et en fait, chaque année, on fait un temps de formation en septembre-octobre à destination des enseignants pour qu'ils puissent prendre en main cet outil avant de l'avoir dans leur classe sur une période d'1 mois et demi, 2 mois. C'est entre chaque vacances scolaires qu'ils peuvent garder cet outil. Et en complément de l'outil, ils bénéficient donc d'une visite sur le site qu'ils souhaitent avec un guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire qui va venir réutiliser in situ des éléments de la maquette. Et puis, il y a aussi des transports gratuits qui ont été mis en place pour accéder aux différents sites du territoire. Donc, ce projet, c'est un projet qui a quand même un coût conséquent de 13 000 € à peu près, sur lequel on a eu aussi des financements de la DRAC. Donc, notre deuxième outil s'approche vraiment de l'outil ludique, c'est Lot Trotter, un jeu de société pour découvrir le patrimoine du territoire. Il se compose donc, on a un peu repris l'idée de cette appréhension du territoire par une carte qui est un peu plus abstraite cette fois-ci. Mais l'idée, en fait, c'est que le joueur est un voyageur qui va partir à la découverte des patrimoines des villages du territoire. Pour se déplacer, il a un dé avec 3 outils. Soit il lance le dé, il tombe sur des petites chaussures, donc il va marcher à pied, il se déplace d'une case. Soit il est à vélo, il se déplace de 2 cases, soit il est en montgolfière, et là, il peut s'envoler 3 cases pour rejoindre un autre village. Quand il arrive sur un village, il a le choix entre 4 cartes. C'est les 4 cartes que vous avez sur la droite de votre écran. Ces cartes correspondent à 4 thématiques qu'on va retrouver pour l'ensemble des communes. Une thématique sur la cuisine, une thématique sur le patrimoine, une autre sur la littérature et une autre sur l'histoire. Chaque thème correspond à un mini-jeu à réaliser. Pour vous donner un exemple, la cuisine, donc c'est des recettes de cuisine où on a toute une liste d'ingrédients. Il va falloir trouver l'ingrédient intrus qui n'est pas dans la recette. C'est un jeu collaboratif, tout le monde va participer et l'idée c'est qu'on va venir inscrire notre réponse sur un petit bout de papier, on la donne à la personne qui a pioché cette carte et puis on va gagner 1 point en fonction de la bonne réponse si on l'a trouvée. Pour le patrimoine, on va avoir des images d'archives qu'on va venir observer pendant 10 secondes et puis ensuite on a une question, par exemple sur la photo que vous avez là,
de quelle couleur sont les jupes des femmes présentées sur cette image. Donc là, c'est plus un jeu de mémorisation. Sur la question de la littérature, on a extrait des citations en lien avec le patrimoine du village, et ces citations ont été coupées. Donc il va falloir que les gens imaginent la fin de la citation, et puis on va voter pour la citation la plus probable. Et parmi les citations, il y aura la citation juste. Voilà. Et le dernier jeu, c'est un jeu sur l'histoire. Donc là, au dos de la carte, on a un mot qui est important, qui est clé dans l'histoire du village. Par exemple, on a un village, Gintrac, où il y a les ruines d'un château sur les hauteurs, sur une falaise au-dessus de la vallée de la Dordogne. Et ce château, il servait de point clé pour le commerce du sel, de point de péage et de contrôle. Du coup, le mot à faire deviner, c'est le mot sel, et on va devoir le faire deviner par le dessin, en dessinant à l'aveugle ce mot-là et le faire deviner aux autres participants. Donc ce jeu, il est coopératif, il n'y a pas de vainqueur. On va simplement élire le meilleur voyageur gastronome, l'aficionados du patrimoine, celui qui aura la plume la plus léchée. Donc voilà, c'est plutôt cet axe-là. Les objectifs, c'était de découvrir le patrimoine du territoire, de s'amuser en famille, mais surtout à destination de tous les publics, aussi bien les habitants du territoire que des visiteurs qui n'ont aucune connaissance sur l'histoire du site. Et puis on voulait vraiment sortir du quiz où si on n'a pas la bonne réponse, on est perdant, et du coup ça devient un petit peu ennuyeux et frustrant. Les publics ciblés, ils sont assez variés. Donc c'est le public familial, les adultes, qu'ils soient habitants ou visiteurs, les enfants à partir de 7 ans, puisqu'il faut quand même une appréhension de la lecture, et puis les centres de loisirs et les scolaires. Sur ce projet, on est à peu près sur le même phasage, une année pour rencontrer les prestataires, rédiger les cahiers des charges, et puis l'année 2019 où on a vraiment travaillé sur la création du mécanisme de jeu, la recherche documentaire pour alimenter notre jeu, une phase de test, et puis l'édition finale. Ce jeu, il nous permet d'animer des temps de jeu. Pardon. Soit on fait vraiment un temps dédié où on va proposer avec le créateur du jeu, Antonin Bocara, 1 heure de découverte à la fois de ce jeu, mais aussi d'autres jeux plus connus en lien avec la thématique patrimoniale. Soit on propose ce jeu en animation, en complément d'autres animations. Par exemple, cet été, sur le territoire, il y a des cinémas en plein air, et nous, on intervenait avant la tombée de la nuit. Pendant que les gens faisaient leur pique-nique, on proposait des temps d'animation de ce jeu. Donc là, c'était plus à destination du public de visiteurs. Donc ça, c'est un projet qui a un coût d'à peu près 7 000 €. Et le dernier projet que je voulais vous présenter, il s'intitule Pillard de château. C'est une enquête grandeur nature, où le concept du jeu, c'est de retrouver un trafiquant d'art à la fin du 19e siècle qui a dépouillé 4 châteaux d'éléments clés de leur patrimoine, à savoir des tableaux, des fresques, des sculptures. C'est inspiré de l'histoire vraie d'un des châteaux, le château de Montal, avec un personnage, Macaire, qui l'a dépouillé d'éléments de son patrimoine. Donc, l'idée de ce jeu, nous, on a, en tant que pays d'art et d'histoire, on a en gestion le château des Doyens à Carénac, un monument qui est ouvert au public, mais on a développé assez peu d'animation ludique sur le château en lui-même. On y fait des expositions, mais c'est un peu la seule chose qu'on y fait. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même une richesse forte sur le territoire, c'est qu'on avait 4 châteaux qui correspondaient à 4 périodes différentes sur une distance de 20 km. Donc on a eu envie de valoriser cette richesse patrimoniale. Pour cela, donc, on a fait appel à un prestataire, et l'idée, c'est qu'en fait, on est 4 animateurs qui sont... Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ça me dit que ma connexion est instable. Oui, on Ouais, entend bien, ça coupe parfois, mais vraiment très légèrement. Donc, tu peux continuer, il n'y a pas de ok. souci. Je souligne qu'il est 14h19. Voilà.
Ok, ça marche, j'ai bientôt fini. Du coup, on a 4 animateurs donc, qui jouent le rôle des propriétaires des 4 châteaux en cette fin du 19e siècle. Les visiteurs ont un petit livret d'enquête et ils doivent se rendre dans chacun des châteaux pour recueillir des informations. Pour recueillir ces informations, il y a à la fois des jeux d'observation sur des éléments de détail, de décor, de découverte vraiment du monument en lui-même. Et puis, il y a des rencontres avec ces acteurs qui incarnent les personnages et qui vont venir délivrer des clés pour l'enquête. Et il y a une phase de dénouement où il y a une mise en scène, l'arrestation du trafic d'art. Donc voilà un petit peu pour le déroulement de l'enquête. L'objectif, c'était de renouveler le public du patrimoine en essayant de cibler le public ado et jeunes adultes, qu'on a très peu sur nos animations. C'était aussi donné à voir 4 châteaux qui sont très proches. Proposer une enquête grandeur nature et puis créer une collaboration entre 3 institutions, le Pays d'Art et d'Histoire, le département et le Centre des Monuments Nationaux. L'idée, c'était aussi de s'attacher à proposer cette animation plutôt sur des temps hors saison pour proposer une offre plutôt à destination des habitants ou de nouveaux arrivants sur le territoire qui ont envie de découvrir le patrimoine de manière différente. Alors là, c'est un projet qui a pris un peu plus de temps pour se concerter entre 3 partenaires institutionnels, définir des cahiers des charges communs. Ensuite, il y a eu cette phase de sélection des prestataires, de recherche documentaire pour alimenter la création du jeu. Toujours une phase de test qui nous permet de faire des retours. En 2020, on avait 3 dates de prévues. Il n'y en a qu'une qui a pu être réalisée en octobre avec les conditions qui étaient celles en lien avec le Covid, donc un public limité. On a eu 40 participants. Mais déjà, c'était super d'avoir ces 40 participants. Ça s'est très bien déroulé. Le public était vraiment content de ce fonctionnement-là. Et en 2021, on projette de faire au moins deux animations sous cette forme-là, avec une date pour la nuit des musées en nocturne. Donc, pour conclure, on a un peu une méthodologie avec des objectifs communs, délivrer des contenus pédagogiques par le jeu et l'expérimentation, aller à la rencontre de nouveaux publics et puis créer des temps conviviaux de partage et d'échange autour du patrimoine pour s'attacher à laisser des beaux souvenirs aux gens et qu'ils aient envie de venir redécouvrir les sites d'une autre manière à d'autres moments. On a toujours une méthodologie, donc une année 1 où on est sur la construction du partenariat et la rédaction des cahiers des charges, et puis une deuxième année où on est vraiment sur une phase opérationnelle de rédaction, de recherche, de test et d'édition. On s'attache à avoir toujours des outils à l'échelle du territoire et puis voilà, à tester nos outils pour qu'ils soient au plus près des attentes des visiteurs et de nos publics. Voilà, si vous avez des questions, il y aura mes coordonnées et j'ai terminé. Merci beaucoup Margot. Merci beaucoup Margot et merci Émilie pour vos interventions très précises et riches avec de nombreux outils qui ont été donnés, qui permettent de montrer comment le patrimoine peut être abordé de manière insolite et de manière ludique. On le verra aussi la semaine prochaine. Et puis on voit que voilà, les expériences, les expérimentations même, on peut dire, des villes et pays d'art et d'histoire sont très diverses et on l'a d'ailleurs vu personnellement lors de l'enquête qu'on avait menée auprès des villes et pays d'art et d'histoire pendant la période de confinement. Alors, il y a un sujet peut-être qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'était pas l'objet, c'est la question effectivement de patrimoine et art, patrimoine théâtre, patrimoine musique, patrimoine cinéma, etc. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une autre session. Par rapport aux questions, je vois déjà des questions qui étaient destinées à Émilie. Émilie y a déjà répondu. Si vous voulez les voir, il faut aller dans le bandeau du bas et vous avez l'onglet Converser. Par contre, il y a déjà 2 questions qui sont arrivées pour Margot, donc je vais les transmettre dans un premier temps. Et puis après, effectivement, soit vous transmettez les questions par le chat, soit vous pouvez bien entendu activer votre micro et la caméra pour poser directement les questions. Alors, la première question de Alix Bastian du Pays d'Art et d'Histoire, Pyrénées-Bernaises au Béarn. Quel taux de participation des écoles à la suite de la création de la mallette pédagogique?
l'outil est-il mis à disposition de l'enseignant directement ou est-il animé par l'équipe du Pays d'Art et d'Histoire? Alors du coup, depuis qu'on a créé la mallette, on a on a en fait deux mallettes. Une que nous gérons en tant que Pays d'Art et d'Histoire et une autre le Centre des Monuments Nationaux. Et du coup, on a 4 périodes. En fait, on met la mallette en emprunt à disposition des enseignants entre 2 périodes de vacances scolaires. Ça nous permet d'avoir voilà, à peu près soit 8 classes, soit 8 écoles. Vu qu'on est sur un territoire rural, des fois, vu que c'est des regroupements d'écoles, il y a toute l'école qui utilise la mallette. Du coup, ça fait 2 ans qu'on a tous nos créneaux de bouquets et à chaque fois, les classes bénéficient des visites sur site. Donc ça, Très bien. c'est chouette pour nous. Et du coup, la mise à disposition, nous, on propose un temps de formation en début d'année pour les enseignants, pour leur montrer tous les outils. Après, ils partent en classe avec l'outil. Et ensuite, le temps de la visite guidée, nos guides conférenciers utilisent souvent des éléments de la mallette, quelques outils au cours de la visite. Voilà. D'accord. Je transmets une seconde question qui arrive de la part d'Hélène Gaudin du Pays d'Art et d'Histoire de l'île de Ré. Comment avez-vous sollicité et motivé les enseignants pour les former à l'utilisation de cette mallette? Est-ce qu'il y a des déplacements dans chaque école, une formation pédagogique ou alors à la demande? Alors, on a eu la chance on a sollicité en fait le référent sur le territoire sur l'éducation artistique et culturelle et qui nous a été un important appui et qui nous a permis en fait de proposer un temps de formation dans le cadre du programme de formation de l'éducation nationale. Donc, c'est cette première formation qui a été vraiment un coup de pouce, un élément déclencheur pour faire connaître l'outil. Et puis, cette référente, elle diffuse chaque année, en début d'année, un petit communiqué auprès des enseignants du territoire. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions directement par le chat. Je vous invite bien à activer votre micro, votre caméra, pour celles et ceux qui ont des questions. Oui, Elisabeth? Donc, Oui, Elisabeth bonjour. Chauvin, Ville de Reims. Oui. En fait, c'est une question pour Émilie. Bonjour Émilie. En fait, je voudrais savoir comment tu as procédé avec l'affectataire, parce que j'ai vu qu'en fait, le public pouvait s'allonger, pouvait toucher, etc. Donc, je voulais savoir un petit peu si voilà, vous avez fait une convention, si vous vous êtes rapproché d'eux, enfin, voilà, un petit peu l'histoire apocryphe à ce niveau-là. Merci. Alors, pour ça en dessous, hein, qui était le temps final à la fin de notre formation, il a fallu on ne savait pas ce qu'on allait faire, où on allait le faire, comment on allait le faire. Donc, il a fallu qu'au dernier moment, on déclenche tous les partenaires qu'il y avait autour, qu'on aille voir l'organisme, qu'on lui demande s'il voulait bien faire avec nous, voilà. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, la paroisse, on les avait un peu prévenus parce qu'on s'était dit on va le faire autour de Saint-Maclou, sûrement qu'on aura besoin de l'église. Donc, on l'avait prévenu, on lui a demandé, hein, tout simplement, si on pouvait déplacer les chaises. On lui a dit qu'on allait s'asseoir par terre. Il y a eu aucun là, on est avec des paroisses qui sont très ouvertes, quoi. Donc, il n'y a eu aucun souci à cet endroit-là. Et quand on a travaillé avec Saint-Gaudard, hein, puisque les 3 places du deuxième proposition qu'on a fait sur les journées du patrimoine, au milieu de la place, il y a une église aussi. On sentait aussi qu'on allait pouvoir profiter, qu'on allait demander l'église. Et idem, on est allé directement vers la paroisse. Et là, le curé de la paroisse nous a accueillis à bras ouverts. Et c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture particulière ici de nos affectataires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a toujours un très bon accueil. Et ils sont toujours très ouverts. Et d'ailleurs, sur Saint-Maclou, il était très, très content. Voilà, parce qu'il est venu voir, ce qui n'a pas été le cas sur Saint-Gaudard. Et ceux qui sont très mobilisables dans ce type de proposition, là, c'est les organistes. À chaque fois, ils nous font des choses super, quoi. Parce qu'on leur demande de sortir de leur champ aussi, et ils sont fans, quoi. Je transmets 2 questions qui sont complémentaires pour Margot Clou, qui nous viennent de Corinne Vaucourt, du Pays d'Art et d'Histoire, d'Ombe, Saône-Vallée, de Marion Belleville, de la ville de Bordeaux. Comment le concepteur du jeu Lot Trotter a été choisi? Et pour le jeu de société, comment avez-vous trouvé un éditeur de jeu pour réaliser l'ensemble? Alors, le concepteur du jeu, sur notre territoire, il y a une petite communauté en fait qui se regroupe autour du jeu de société et qui est assez vivante. Et du coup, nous,
on a l'habitude d'aller à ces soirées jeux. Et ça nous a permis de rencontrer un créateur de jeux qui habite sur notre territoire et qui a édité plusieurs jeux de société, Antonin Bocara. Donc c'est plutôt par cette rencontre qu'on a sélectionné cette personne-là. Et ensuite, pour l'édition, c'est lui qui nous a orientés vers une personne, un imprimeur qui a l'habitude d'imprimer ce type d'outils, sachant que nous, il n'a pas été édité à vocation commerciale. Il n'est pas diffusé, on en a juste fait 8 exemplaires pour nous. Voilà. Très bien. Alors, pour information, je vois qu'il y a eu au moment où vous avez répondu, ou Margot, pardon, tu as répondu à la question d'Hélène Gaudin de l'île de Ré, elle a eu une coupure Internet. Donc, ce que je ferai, c'est que je transmettrai les coordonnées pour que tu puisses lui répondre directement pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et alors, comment le Pays d'art et d'histoire d'Auxois-Morvan qui demande comment on peut acheter ou se procurer le jeu Lot Trotter alors? C'est pas l'idée, c'est pas de le commercialiser. Après, on peut vous envoyer peut-être des éléments sur notre site internet, il y a des éléments de présentation du jeu, et puis peut-être sur un séminaire des villes et pays d'art et d'histoire, on peut en emmener un exemplaire pour que vous le découvriez. Sandra le fera, ma responsable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Je vous laisse activer votre micro et votre caméra. Alors, je regarde si parfois les questions arrivent un tout petit peu plus tard. Merci en tout cas, Émilie, d'avoir pu répondre aux différentes questions directement dans le chat. C'est vrai que c'est un outil assez utile. Je réitère, avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions de la part des personnes présentes à poser à Margot et à Émilie à la suite de leur intervention? S'il n'y en a pas d'autres, je propose, alors il est précisément, je regarde l'heure, 14h31. Donc le programme, c'était 1 heure, une expérience. Bon, on s'est un peu fourvoyé puisque vous voyez que c'est plutôt 1 heure, 2 expériences et qu'il y a même de nombreuses autres expériences. Donc l'idée, c'était de tenir dans ce créneau, que ce soit des petits formats accessibles à tout le monde de manière assez simple. Je transmets une dernière question avant de vous quitter du Pays d'art et d'histoire d'Auxois-Morvan. Comment vous avez financé alors les mallettes? Il y a eu du cofinancement des 2 partenaires, le Pays d'art et d'histoire et le Centre des monuments nationaux, on a une enveloppe dédiée sur la création d'outils de pédagogie. Et puis, on a eu une aide exceptionnelle de la DRAC sur cet outil-là. D'accord. Merci beaucoup, Émilie, Margot, d'avoir accepté d'intervenir auprès de toutes les personnes. Je vois, on était au maximum 70 personnes qui étaient présentes. C'était des expériences, je trouve, très pratiques, intéressantes, concrètes et je pense qui vont inspirer bien d'autres territoires. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et pour tout le monde, celles et ceux qui sont disponibles et qui souhaitent participer, il y aura un autre format, donc d'1 heure, une expérience la semaine prochaine, le 18 décembre, consacré au patrimoine et jeux, à la veille des cadeaux de Noël, où il y aura l'expérience d'un jeu de société qui a été mis en place par la ville de Cavaillon et un serious game autour du droit de l'urbanisme et du patrimoine mis en place par l'Université d'Angers. Je vous